Nous avons parlé récemment, vous vous souvenez, de sexisme au village à propos d'un truc inattendu, un radar déguisé en femme légère avec des dessous rouges et un soutien-gorge. Et aussi parce qu'une paroissienne un peu remontée a pris feu et flamme au point d'essayer de déposer plainte à la gendarmerie. Mais cet épisode du radar féminisé date un peu, c'était en novembre. Nous avons eu un nouveau sujet de discuter cette question, je veux dire de l'image de la femme, des discriminations, tout ça, parce que un animateur de télévision de 50 ans, même pas provocateur, en tout cas pas sur ce coup-là, a déclaré publiquement qu'il préférait les filles de 25 ans asiatiques aux femmes de son âge européennes. Alors là, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui sont rien d'autre qu'un panneau d'affichage comparable au panneau chinois de la révolution culturelle, où tout le monde écrit ce qu'il veut, tout le monde accable qui il veut, mais là ça se passe sur Internet, les réseaux sociaux donc ont fulminé immédiatement sur le thème. C'est scandaleux de dire une chose pareille, quoi, comment, les pauvres femmes de 50 ans sont offensées par ce rejet, c'est dégoûtant ce que vous faites. Là, dans votre fort intérieur, vous vous accordez quand même un instant de réflexion et vous vous dites, si quelqu'un n'a même plus le droit de confier à quelqu'un d'autre qu'il aime les geishas de 25 ans, où allons-nous? Mais au café, le type à qui j'en ai parlé, à chaud, là, en entendant ça à la télé, il m'a corrigé, il m'a dit, ce qu'on lui reproche, c'est pas d'aimer les Asiatiques de 25 ans, c'est de les préférer ouvertement, explicitement aux Européennes de 50. Alors là, Gustave, à qui j'en ai parlé le lendemain, m'a dit, ça me rappelle que je ne sais quel idiote de chez Macron, là, originaire du Sénégal, a déploré publiquement il y a 6 mois que les femmes africaines ne soient pas assez désirées et courtisées en Europe, ou en France, je ne sais plus. Non mais tu te rends compte, maintenant il va falloir faire un effort pour faire semblant d'être attiré par les Sénégalaises, même si elles ne te font pas, enfin je veux dire si elles ne te font aucun effet, il faut prendre sur toi, sans ça, elles t'attaquent pour discrimination. Non mais je rigole, me dit-il, mais là où tu rigoles un peu moins, c'est quand tu te souviens de ce sketch de Guy Bedos et Sophie Daumieu qui se passait pendant un slow, et la fille disait « mais qu'est-ce qui me colle, ce type, il est drôlement collant, etc. » Puis à un moment, elle disait en plus « ah, c'est bien ma chance, j'ai horreur de ce genre d'homme, il doit être libanais ou quelque chose comme ça. » Et bien aujourd'hui, ce sketch, tu pourrais plus l'écrire, tu pourrais plus le jouer par respect pour les Libanais. Et comme j'étais un peu distrait par autre chose, par un autre type qui me parlait au bar, il est revenu sur cette histoire de Sophie Daumieu. La drague, c'était ça le nom du sketch, en me disant mais c'est très grave ce qui nous arrive là, parce que nous sommes sur la pente qui mène au blâme social, voire davantage, si tu te mêles de dire à un copain moi je suis pas du tout attiré par les noirs. On va vers une société où la pression sociale non seulement t'empêchera de le dire, mais si tu le dis, on va te soupçonner de n'être pas seulement indifférent, mais d'être en fait dégoûté, donc d'être raciste. Ce qui arrive à ce type qui n'aime pas les Européennes de 50 ans et qui leur préfère explicitement les Asiatiques de 25, c'est qu'il est soupçonné d'éprouver du dégoût, tout simplement, à l'égard des femmes blanches de son âge. J'ai répondu, mais attends, il n'a pas dit dégoût, il a dit pas d'attirance, ou qui préférait les autres femmes. C'est pas criminel quand même. Ben, c'est justement là que je voulais en venir. Dans le domaine sexuel et sentimental, on croyait jusqu'ici que le fait de dire non merci, non à aucun prix, les femmes brunes et bien en chair, j'aime pas ça, les filles noires avec des cheveux crépus non plus, c'est pas mon truc, j'y peux rien, les femmes à lunettes genre sécurité sociale, ça me fait pas rêver non plus. Et ben tout ça autrefois était légitime, on pouvait le dire, on pouvait afficher ses choix. Un peu comme quand les gens disent « j'aime pas les films policiers ». Celui qui aime les films policiers va pas t'attaquer parce que tu débines son genre préféré. Ben, en amour, on croyait que ce qu'on lisait dans les livres, les dizaines de chapitres où on peut lire que le héros préfère Madame Tartampion parce qu'elle a un teint de nacre et des petits seins, ou même encore pire qu'on aime Madame Tartampion parce qu'elle ressemble à sa région de Lorraine, par exemple, comme dans Maurice Barrès. Tout ça qui caractérisait les gens de manière sensuelle, sexuelle, fantasmatique, tout ce qui était bienvenu en littérature, dans la littérature où on aimait les oiseaux rares, et bien là, ça va plus être possible. On va te dire, mais ce fantasme permanent pour les femmes à peau nacrée, ça sent son dédain de l'africaine de base, voire sa prévention définitive contre les autres couleurs de peau. Il va falloir faire un effort, donc on va lui dire. Et là, conclut Gustave, on entre de plein pied dans l'enfer de demain, celui du signalement, non pour un regard déplacé, comme voulait le faire cet imbécile d'origine italienne, là, rappelle-moi son nom, mais pour une absence de regard. Tiens, paye-moi mon demi, me dit-il, j'ai pas d'argent. Et là, j'ai payé son demi d'un cœur léger parce qu'il venait pratiquement de me donner le sujet d'un livre. Abonnez-vous, merci. Comme je l'ai souvent dit, notre ami Gustave est bouquiniste, c'est-à-dire un peu libraire, et à ce titre, il a lu tout ce dont on parle, donc il passe son temps à corriger l'opinion de la presse au sujet des livres qui sortent. Et il me dit volontiers, tout le monde se plaint de ce que la presse ne dise pas la vérité à propos des Gilets jaunes ou de l'affaire Benalla. Les manifestants vont faire le siège des chaînes de télévision pour dire ils nous mentent. Et moi, il y a une chose qui me stupéfie, c'est qu'alors que les 3/4 des gens ne font pas confiance aux journalistes pour te raconter les faits dans le domaine politique et social, eh bien, ils leur font confiance quand ils parlent des livres à la télévision. Je trouve ça incroyable. Par exemple, ils t'expliquent
Oui, les grands groupes sont propriétaires des chaînes d'information et des journaux, donc on ne peut pas leur faire confiance. Ils cachent ce qu'ils veulent et ils poussent ce qu'ils veulent. Ça, c'est ce qu'ils disent de la politique, des idées qu'il faut promouvoir. Par exemple, en ce moment, ils te disent les médias sont tous pro-Macron, ils poussent l'histoire des cahiers de doléances, qui pourtant va faire un flop, ils font de la propagande. Mais ils ne s'aperçoivent pas que ce sont les mêmes groupes qui sont propriétaires des éditeurs principaux de littérature, et entre le contenu d'un livre et le contenu d'un journal, il n'y a plus beaucoup de différence, donc il n'y a aucune raison que parmi les critiques littéraires des journaux en question, il n'y ait pas les mêmes menteurs, les mêmes omissions, les mêmes compromissions à propos des livres qui viennent de sortir. Ils cachent les uns et ils poussent les autres. Tout le monde a critiqué les unes des journaux qui étaient consacrés à Macron avant son élection, mais personne ne se plaint de voir la tête de Christine Angot, de Virginie Despentes, partout, alors que c'est la même chose. Ou alors Houellebecq, on nous l'a servi en long et en large, celui-là pendant des années. Il fait les couvertures, il fait même la une du Figaro récemment, mais personne ne se demande pourquoi. Alors là, j'ai joué le rôle ironique du type qui déteste pas complètement Houellebecq, mais qui aimerait bien savoir pourquoi un bouquiniste, un spécialiste comme lui, ne hurle pas avec les loups qui sont tous fervents de Houellebecq, et pourquoi il dit que c'est complètement nul. Je lui ai demandé directement, qu'est-ce que tu lui reproches, à part le fait d'être partout sur les couvertures? Ben déjà, c'est ça justement que je lui reproche. Un type qui est plébiscité par la presse et la télévision plaît donc au système d'une manière ou d'une autre. Sans ça, personne ne l'aurait promu comme ça depuis le début. Donc c'est pas un rebelle véritable. Il ne dit rien qui menace l'édifice. On peut même dire que plus il publie des livres, soi-disant critiques sur le système, plus il en fait partie. Par exemple, il te parle de l'agriculture et de l'élevage de masse avec dégoût, des poulets élevés en batterie, dans son dernier livre, mais tu apprends que son livre a été tiré à 350 000 exemplaires en premier tirage, et moi j'appelle ça de la littérature en batterie. Le poulet, c'est le lecteur qui voit jamais la lumière et qui picore ce qu'on lui donne. Reste à savoir pourquoi on le lui donne à picorer à 350 000 exemplaires. Et donc, lui ai dit, en reconstituant un peu son raisonnement, tu n'aimes donc pas le système, tu te méfies de ce type qui est la coqueluche du système. Oui, déjà, donc, tu te demandes pourquoi le système, les magazines macroniens, les journaux télévisés et même le Figaro trouvent absolument formidable un auteur qui propose une critique de la société qui, soi-disant, met tout par terre. Ben justement, parce qu'elle ne met rien par terre. Elle rabaisse tout, mais elle ne met rien par terre. C'est ça le truc, il ne faut pas confondre. En fait, il pratique la seule provocation que lui autorise le système marchand et libéral, la pornographie la plus totale. Là, ça va quand même jusqu'à la zoophilie, hein. Et le mépris des usages, le bouleversement des codes par le contemporain, le déjanté, le trash. Tu t'es pas demandé pourquoi tous les journaux français, là, on en fait des tonnes l'an passé après la mort de Philippe Roth, l'écrivain américain. Là, j'avoue, j'ai fait un effort de mémoire. J'avais lu un seul livre de Philippe Roth, un livre extrêmement pornographique, en effet. Eh bien, il me dit, c'est la même chose. Tu as un type couvert d'argent par l'Amérique du commerce, des centres commerciaux, des cadres techno, des universitaires branchés, le même public que Houellebecq, donc, qui raconte des partouzes sur le mode clinique. Et quand tu regardes le sort de toutes les meilleures ventes, ou presque en France, ça repose sur ça. Une solide épaisseur de porno depuis 15 ans. Les Despentes, les Angot. Alors, tu peux bien rajouter 2 ou 3 réflexions intelligentes sur ton époque derrière, ou sur la nature humaine. Ce qui se vend, c'est le reste. Et bien, c'est comme ça. J'aimerais bien voir, par exemple, un livre de Patrick Modiano à l'Office de l'automne prochain, sans nom d'auteur. Un inédit, mettons, qu'il aurait composé à 30 ans. Il n'aurait pas une seule ligne dans la presse. Parce que les deux seules choses qui se vendent et dont on parle, c'est le policier cruel et la pornographie. Voilà. Conclusion de Gustave. Abonnez-vous, merci. C'est une histoire vraie, comme toujours, qui met bizarrement Campagnol à cheval sur la Californie et qui montre à quel point notre système est tombé sur la tête puisqu'il est en train de dégoûter les gens qui l'avaient choisi dans les années 90. J'ai croisé pendant les fêtes chez des amis de Campagnol une fille nommée Karen, une femme de 40 ans, très belle, je veux dire, plantureuse, coiffée comme dans les feux de l'amour, vous savez, que j'avais vue 2 fois au temps de sa splendeur, une Californienne mariée puis divorcée à Montpellier, 2 grands enfants, qui fait du chant lyrique, du chant d'opéra, de la musique ancienne aussi. Elle joue du piano et du clavecin, mais ses qualités d'interprète ne sont pas suffisantes pour qu'elle ait pu faire carrière dans un orchestre donc elle s'est orientée vers l'enseignement de la musique parce qu'il fallait bien vivre. Et donc depuis au moins 10 ans, elle végète dans un petit appartement de Montpellier entre la pension alimentaire, les soins de ses 2 garçons, les cours de musique qu'elle parvient à donner de temps en temps pendant 2 ou 3 mois en remplacement dans des écoles privées. Mais là, juste avant les fêtes, au mois de novembre, sa meilleure amie qui habite Campagnol me dit « Ah, mais ça me fait de la peine, Karen est aux États-Unis depuis 1 mois, c'est moi qui lui ai payé le billet d'ailleurs parce qu'elle n'avait pas un rond. Elle a trouvé un remplacement de 2 mois assez bien payé à Santa Barbara, dans un collège, elle habite chez son frère, j'ai l'impression qu'elle ne reviendra plus, elle trouve que la vie en France est trop difficile. »
J'ai répondu quoi? Après 25 ans, avec 2 enfants français, mon ami local me raconte qu'en plus, comme si c'était le symptôme principal de sa déchéance personnelle, elle s'est mise à aimer Trump, parce qu'au moins, il donne du boulot aux gens, dit-elle. Cette amie m'a promis qu'avant Noël, elle allait l'inviter pour le 31 et m'inviter aussi afin que je puisse l'interroger. En fait, tacitement, elle voulait que je dissuade cette Karen d'abandonner la France, ses enfants, etc. et que je trouve les arguments nécessaires pour la retenir parce qu'elle ne voulait pas perdre sa meilleure amie, tout simplement. Alors pendant les fêtes, comme j'avais promis, j'ai interrogé Karen sur son remplacement aux États-Unis et je lui ai demandé ce qui pouvait lui faire préférer ce monde qui était devenu quand même pour elle assez lointain culturellement. Elle passait son temps à déplorer le niveau lamentable de ses compatriotes américain. Elle m'a dit plusieurs fois à table que la culture musicale là-bas était absolument zéro. Il faut dire qu'elle était spécialiste de musique baroque et que le marché est assez étroit dans ce domaine. Mais elle a précisé justement, même avec des compétences très étroites, je trouve du boulot là-bas en une semaine, tandis qu'ici, ça fait 2 ans que les collèges et les lycées refusent de m'employer autrement qu'en tant que remplaçante parce que j'ai pas le CAPES. Et que j'ai pas une seule salle à la mairie pour donner des cours particuliers. Le conservatoire me méprise. Mais je vais te dire, la principale raison pour laquelle j'ai envie de tout plaquer pour me réinstaller là-bas en Californie, c'est qu'ici j'ai peur. Et là-bas, non. Alors je lui demande avec une fausse naïveté, mais peur de quoi? Elle me répond, peur déjà de pas m'en sortir. Et là, nous étions le 1er janvier, elle m'a dit, je comprends très bien pourquoi les gilets jaunes sont dans la rue. Eux aussi, ils sont piégés par ce système que je ne peux plus supporter. Ils font la queue pendant des heures pour avoir un papier qui leur permettra de toucher leurs 540 € après 2 ans de Pôle emploi. Moi, comme claveciniste, on m'a proposé de faire aide charcutière chez Intermarché. Si j'ai bien compris, l'année prochaine, si tu refuses, tu vas être radié. Alors, je donne pas cher du statut d'intermittent du spectacle dans ces conditions. Et en même temps, rien en France ne se fait au mérite. Aux États-Unis, à chaque fois que je fais un concert, j'ai 2 propositions. En France, on me demande si j'ai un diplôme. Donc là, en 2 mois de remplacement à Santa Barbara, j'ai 3 propositions super bien payées parce que des gens ont simplement vu une de mes classes filmées sur YouTube. Donc je lui ai dit, mais donc tu as peur du chômage, c'est ça? Elle a répondu, mais pas seulement. Elle avait un peu bu, donc elle m'a avoué qu'elle avait aussi peur dans la rue. Ici, en France, une femme seule, me dit-elle, surtout un peu marquée américaine, je veux dire bien dans sa peau, avec un t-shirt moulant sur une petite veste, n'est jamais tranquille. Elle se fait suivre, en voiture c'est encore pire. En fait, tout ce que j'aimais en France il y a 20 ans quand je suis arrivé a disparu, j'ai l'impression que c'est devenu le Bronx. Et là, elle est partie sur Trump, ce qui m'a paru étonnant, même si j'avais entendu dire que la presse, la nôtre, la leur, était plus sévère que le peuple de base à son sujet. Là, j'en avais l'illustration. C'était comme une radiographie. Elle m'a dit, en fait, Trump aux États-Unis, il défendrait les gilets jaunes et Macron serait vu tout de suite comme un partisan d'Hillary. Des Macron, chez nous, il y en a plein les bureaux. Il est aussi vulgaire que le loup de Wall Street. Je ne sais pas si tu as vu le film de Scorsese, mais c'est exactement ça. J'ai encore objecté, quand même, Trump est assez vulgaire aussi, non? Non, il est grossier et caractériel, mais il plaît à l'Amérique de Forrest Gump. On l'imagine en train de conduire son pick-up avec son fils entre les genoux. Et moi, je le vois comme un grand-père un peu con, mais il me rassure, tandis que Macron, lui, est terrifiant, comme un type de 16 ans qui aurait volé une Porsche et qui t'aurait dit de monter. Après, je me souviens plus très bien de ce qu'elle a dit, mais cette dernière image m'a quand même frappé. Vous aussi, sans doute. Abonnez-vous, merci. Il y a des moments où on se demande comment faisaient nos grands-pères et nos grands-mères pour apprendre le piano ou le dessin. Je veux dire, à l'époque où il n'y avait pas de pédagogue, de pédagogie, de réunion à l'inspection académique, de règles administratives, de diplômes obligatoires. Et cette question m'a traversé l'esprit à cause d'un gamin du village dont j'ai suivi l'évolution depuis le début et que je me propose de vous résumer rapidement pour montrer comment on ne devient pas un artiste. La chose est en train de se produire sous mes yeux, impuissant. Au bout du village, il y a 2 maisons côte à côte, l'une habitée de manière intermittente par un type de 30 ans qui gagne sa vie en Espagne comme décorateur, et l'autre, la maison voisine, où vit un couple bien de chez nous, la femme plus diplômée que le mari, qui bricole et qui enchaîne les petits boulots. Ils ont un fils, elle couvre ce fils, et pour compléter son éducation, pour l'attirer aussi un peu de son côté à elle, alors qu'elle est plongée dans un milieu où il y a plus de chasseurs et de mécaniciens que de poètes, elle a entrepris très tôt, il y a 2-3 ans, de faire donner à cet enfant des cours de dessin et de musique. Alors jusque-là, en apparence, tout est normal, sauf que déjà, vous remarquez que cet enfant, à qui son père a offert 2 Noëls de suite, des pistolets ultra réalistes qui tirent des billes de plastique, fait souvent le geste de tirer sur les gens quand ils ont le dos tourné dans la rue. Et c'est pas excessivement sain quand on observe ça de sa fenêtre. Alors sa mère voulait en fait se démarquer de son milieu parce qu'elle avait un père chasseur et brutal, et parce qu'elle a épousé un type un peu moins brutal mais tout aussi chasseur.
un mari qu'elle parvient à dominer d'ailleurs en gagnant le pain du ménage et en l'empêchant d'aller au café. Donc le gosse est visiblement l'objet d'un marchandage entre le mari et la femme. On l'a inscrit à 10 ans à des cours de dessin et de musique pour satisfaire les préférences de sa mère, mais il collectionne les armes en plastique, ne dit jamais bonjour, répond très peu à votre bonjour et vous vise la nuque en silence quand vous descendez dans la rue. Mais jusque-là, je le répète, tout est normal, sauf que le voisin intermittent, là, les cheveux longs, qu'on voit que la moitié du temps, qui vient s'installer en rentrant d'Espagne avec une maîtresse plus âgée que lui, qui est toujours souriant, qui se fait appeler Eduardo, ce voisin est bourré de talent, justement dans ces deux domaines, le dessin et la musique. Le dessin, parce qu'il en vit plus ou moins, puisqu'il peint des grandes fresques dans les villes espagnoles pour des milliardaires, et la musique, il en vit aussi, puisqu'il joue du piano dans les bars tout le long de la Costa Brava. Dans les deux domaines, il est parfaitement autodidacte, ou plutôt, il a commencé par une imitation d'autrui quand il avait 12 ans, puis ensuite il est allé chercher dans les livres de quoi comprendre ce qu'il faisait, et en fait c'est Gustave qui m'a raconté son histoire, et c'est par Gustave qu'il a acheté cette maison au village. C'est aussi par l'intermédiaire de Gustave que je suis allé boire l'apéro chez lui un jour, et que notre hôte a joué, mais divinement, du piano de jazz façon grand hôtel, là. C'était un jour de l'automne, j'ai pu admirer le paysage mural qu'il avait peint dans le style andalou sur l'énorme voûte au fond de sa maison. C'était vraiment digne des enluminures d'images pieuses. Et comme il faisait encore chaud, nous avons bu une bière sur la terrasse de plein pied pendant ce petit concert improvisé. Et là, soudain, passe le fameux gamin de 10 ans, celui qui prenait des cours sur son petit vélo, sans s'arrêter, avec un air assez sournois. Et puis sa mère qui le suit, qui le rappelle, qui ne nous regarde pas. Ensuite, notre hôte Eduardo arrête de jouer, boit une gorgée de bière, entend que Gustave et moi nous parlons du petit, et il nous raconte que l'an passé, la commune lui a demandé à lui 2 ou 3 de ses peintures pour enrichir une exposition estivale. Il a donc prêté 2 toiles qui représentaient des hommes à cheval. Le petit exposait aussi, enfin sa mère exposait pour lui 3 peintures réalisées pendant le cours de dessin, mais toutes petites, abstraites, et puis qui portaient des noms de techniques américaines, dont une qui désignait fièrement sous le nom de dripping. Ça consiste à laisser couler des gouttes de peinture sur la toile. À aucun moment, me dit-il, il ne m'a demandé comment je dessinais une main ou un pied et comment je gagnais ma vie. En revanche, il était prêt à m'expliquer à 10 ans, a dit donc toujours cet Eduardo, que j'étais fourvoyé dans l'art anecdotique, figuratif, et pour la musique c'est pareil. Jamais il ne m'a parlé de ce que je jouais, Duke Ellington, Chet Atkins, mais il m'a dit qu'il prenait des cours de guitare classique à la salle polyvalente, en gros qu'il apprenait la musique sérieuse. Pour lui faire plaisir, je lui ai dit que j'avais une guitare électrique, ici une Epiphone Casino, la guitare de George Harrison. Et j'avais l'air de lui dire, si tu veux, je te laisse essayer. Mais il a reculé, il a dit non merci, d'un air de dire, moi je fais du solfège et j'apprends les accords avec une méthode. Hein. Je ne sais pas qui est George Harrison d'ailleurs. Je ne suis pas comme ces musiciens de rock qui font n'importe quoi, sous-entendu, comme quand vous jouez, vous, Eduardo, le matin et qu'on entend ça dans la rue. Là-dessus, je veux dire, le jour où j'étais là, ma bière à la main sur la terrasse, la mère du gosse est repassée avec le visage de l'idiote qui veut pas que son fils parle avec le voisin, même s'il a tous les talents. Et nous avons compris pourquoi le père haussait les yeux au ciel quand il entendait parler des cours de guitare de son fils, et nous avons compris que le fils ne serait jamais ni peintre ni musicien, mais qui prendrait son permis de chasse dès que possible. À bientôt, merci. Je vous ai dit que notre maire avait fait partie de ceux qui avaient été invités à l'Élysée à l'occasion du Congrès des maires de France, mais que finalement, ayant longuement pesé le pour et le contre, il avait décliné l'invitation pour ne pas avoir l'air, disait-il, d'aller servir la soupe au président. Je vous ai dit aussi qu'un jeune nommé Guy dans notre village avait depuis longtemps manifesté son intention de se présenter contre lui et que les sympathisants gilets jaunes de tout le pays commençaient à aimer bien ce Guy parce qu'il représentait exactement l'opposé du précédent. C'est pas tellement son âge, 30 ans, c'est surtout son profil général qui commence à plaire à la population parce qu'il représente tout ce que les maires de l'ancien régime ne sont pas, c'est-à-dire travailleurs manuels, débrouillards, capables de réparer lui-même un engin en panne, c'est son métier, soucieux des deniers publics, capables de résister à toutes les hystériques qui veulent une subvention, qui veulent qu'on leur prête la salle communale pour des séances de thérapie, de tous les habitants qui s'aviseraient de commencer leurs phrases par celles et ceux, et surtout capables de dire en réunion à quelqu'un qui ne sait pas expliquer les choses dans un langage accessible par tous, monsieur, ne nous en veuillez pas, mais ici nous sommes des gens simples, des gens qui n'ont pas eu le privilège comme vous d'apprendre à parler de manière savante, alors on va vous demander de vous mettre à la portée des pauvres qui payent leur impôt foncier et leur taxe d'habitation au même taux que ceux qui parlent bien. Ce petit portrait en introduction pour en venir à la scène que je vais vous décrire et qui était le premier direct de plus de 6 heures que le président de la République s'est offert en Normandie.
Je suis allé 2 fois prendre le café en bas au café ce jour-là, après le déjeuner, une fois, après le dîner une autre fois. Entre-temps, j'ai vaguement écouté la discussion à la télévision en sourdine au fond de mon atelier, dans le léger sifflement du feu de bois et le bruit de la fontaine. Et notre futur maire, là, le jeune Guy, m'a convié aussi à venir prendre une bière à 7 heures pour me livrer ses observations à chaud, dans l'espoir que j'en fasse part ici. Et ben voilà, c'est fait. Il m'a dit, ce pauvre président aura beau faire, jamais ça ne marchera, parce que le seul truc dans lequel il est à l'aise, et ça me rappelle notre maire d'ici, c'est le vocabulaire. Je ne sais pas si tu as entendu, me dit-il, mais il fait pratiquement des clins d'œil, genre médecin de Molière, aux élus de Normandie sur des notions qui sont seuls à connaître, des trucs hyper techniques, des abréviations. Il leur dit, je sais ce que vous allez me dire, vous allez me parler de la directive 6624, mais personne, sauf eux, ne sait de quoi il s'agit. Il paraît qu'il va venir ici, j'ai une copine qui travaille dans le Lot et qui m'a dit qu'il allait venir à Souillac, mais il préfère les endroits comme Évreux. Mon grand-père est normand, au nord et au sud de la vallée de la Seine, en aval de Paris. Il y a des centaines de grosses baraques appartenant à des pontes parisiens. Les jeunes font des stages à Paris, vont au spectacle à Paris, sont étudiants à Paris. Depuis 30 ans, là, tous les gros profiteurs de la politique française ont un pied en Normandie. Du coup, les élus sont des gros bourgeois qui ont l'habitude, qui parlent bien, qui fréquentent la haute dans leur circonscription et qui sont invités dans les ministères. Chez nous, les privilégiés, ça rase plutôt les murs. En Normandie, ils plastronnent. Donc, il était là en terrain conquis. Son truc, c'était l'équivalent du raout qu'il a fait à l'Élysée au lieu d'aller au congrès des maires. D'ailleurs, regarde-les, m'a-t-il dit en désignant du menton à la télé, là, pendant qu'on buvait notre bière. Ils disent tous « Quel honneur, Monsieur le Président, merci d'être venu parmi nous ». Du coup, l'autre, en confiance, répond « Vous avez raison, personne ne m'a obligé à venir ici ». Et pas un seul n'a répondu « Mais si, justement, c'est pour ça qu'on voudrait vous dire un mot, on vous a obligé à venir nous parler parce que vous faites vos coups en douce ». Comme ce jeune homme m'amusait, et comme j'avais besoin de pittoresque pour cette chronique, je lui ai dit « Mais vas-y, continue, tu lui aurais dit quoi, toi ?» Ben, je lui aurais dit, vous êtes comme le commandant du Titanic qui va voir en soute, qui voit qu'il y a des compartiments noyés et qui dit au chef d'équipe pas un mot à l'équipage et pas non plus aux passagers. Je vais demander à l'armateur ce que je dois faire. Eh bien pour nous, me dit-il, l'armateur, c'est Madame Merkel. Nous sommes tous sous pavillon allemand. Personnellement, et là c'est moi qui parle, je pense que ce garçon ira loin. Déjà au bar, 4 ou 5 personnes l'écoutaient de préférence au président parce que lui, il avait les mots. Il avait compris qu'il n'avait que 2 minutes pour retenir l'attention, tandis que l'autre, là, disait toutes les 3 phrases, on a tout notre temps. Et bien, le commandant du Titanic, c'est pareil, a continué le jeune homme. S'il a réuni une poignée de chefs d'équipe comme ça, sans interroger les types au charbon en bas et sans parler aux passagers, c'est parce qu'il attendait le télégramme de l'armateur. Et le pire, m'a dit le jeune homme, c'est qu'on sait déjà ici, en France, qu'il n'y a pas assez de chaloupes en cas de catastrophe. Donc, il paraît qu'il va venir dans le Lot, a dit le jeune, ben moi je vais prendre une journée de congé puis je vais y aller. Et 2 jours après, il est parti en effet, et j'ai appris que notre maire était indisponible le même jour. Vous ne voyez pas que notre maire fasse partie des bons éléments choisis par la préfecture pour rencontrer le président? Ce serait formidable. Il n'a rien dit à personne, du coup j'attends qu'ils soient rentrés tous les deux pour vous raconter. À bientôt, merci.